Donc Louis Puvassé, vous êtes réanimateur, vous dirigez l'unité de neuroréanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et vous êtes évidemment régulièrement confronté aux décisions de poursuite ou d'arrêt de traitement. Vous êtes régulièrement sollicité par le législateur notamment concernant les questions qui concernent les personnes inconscientes et vous travaillez à l'heure actuelle sur un projet international pour améliorer, à partir de données médicales objectives et notamment l'IRM, le pronostic de patients après un arrêt cardiaque ou un traumatisme crânien notamment. Je précise que nous avons écrit ensemble en 2012 un ouvrage qui s'appelle Euthanasie, le débat tronqué, je fais un peu la pub du coup. Voilà, ce livre était parti de la conviction partagée entre Louis, médecin, et moi, journaliste, qu'il régnait une énorme confusion sur les questions de fin de vie, en particulier d'aide active à mourir, mais plus largement de fin de vie. Et donc on a voulu essayer de redonner aux citoyens quelques outils pour essayer de se faire sa propre opinion sur un débat complexe. Voilà, nous nous trouvons ici à la pause. Là, ce qui nous intéresse en particulier, c'est que vous nous parliez un petit peu d'un service comme le vôtre, de savoir comment sont accueillis des patients gravement, parfois très gravement atteints au cerveau après un AVC, un accident de voiture ou d'autres types d'accidents. Et peut-être aussi que vous nous parliez donc de cet outil sur lequel vous travaillez en matière de pronostic. Encore une fois, pour en tout cas, 20 minutes. Merci. Donc, je vais essayer de faire court, mais je vais dire ce que j'ai à dire. En introduction, je dirais qu'on va parler de la réanimation, que c'est un métier médical qui fondamentalement change le cours des choses pour le patient interne. C'est-à-dire que c'est une intervention médicale qui a pour objectif d'empêcher le malade de mourir. On voit les choses clairement. Donc, la distinction que j'ai faite l'autre jour de Bernardin, dans les métiers médicaux qu'on fait, il y a un petit peu une séparation entre les pathologies, enfin, ce qui revient du fait des hommes, du fait des choses, excusez-moi, du fait de la maladie, et ce qui revient du fait des hommes, du fait de notre action médicale. Clairement, en réanimation, on agit sur le cours des choses, et donc on devient responsable de ce cours des choses. Ça va là, juste pour être sûr que tout le monde entend bien là? Pas trop? C'est pas bien? Je crois que le micro est un petit peu... non, je sais pas. Bon, je vais essayer de parler fort. Non, mais c'est bon. Deux micros, là. Pourquoi on m'entend pas spécifiquement, je parle fort. Bon, donc, on intervient sur le cours des choses. Donc, quelque part, ça génère une sorte d'éthique de la responsabilité. C'est pas pareil que de suivre un patient qui se dégrade, qui a une maladie chronique, par exemple, où finalement on ne peut pas faire grand-chose, sauf essayer de l'assister le plus possible dans cette dégradation. Là, l'intervention médicale est beaucoup plus forte. La responsabilité est différente. Pour quand même dire les choses telles qu'elles sont, il n'y aurait pas de Vincent Lambert, de Vincent Humbert, de Hervé Pierrat, de Anne Quinlan et de tous ces malades qui ont défrayé la chronique s'il n'y avait pas eu de réanimation. Il ne faut pas se leurrer, c'est du fait des hommes tout ça. C'est pas du fait des choses, c'est du fait des hommes. Il y a d'ailleurs un paradoxe, c'est d'ailleurs un peu la genèse du livre qu'on a écrit avec Marine, c'était ce paradoxe que la demande euthanasique dans la société est portée par des patients qui n'ont rien demandé à personne. Donc, Vincent Lambert, il n'a rien demandé, il a eu un accident, il a été intubé, on l'a opéré, ou opéré d'ailleurs, dans quelle espèce. Il y a des choix qui ont été faits pour lui, qui ont conduit à l'état dans lequel il est. Donc c'est vrai que c'était très paradoxal que la demande d'euthanasie soit portée par l'affaire Humbert, par exemple, un sujet post-irrationnel qui avait fait 9 mois de coma, Hervé Pierrat, un gamin qui s'était pendu, qui avait été une anorexie cérébrale massive, qui avait été réanimé de façon totalement excessive par les médecins qui l'avaient pris en charge. Et tous ces patients conduisent, par leur état absolument invraisemblable, du fait de la médecine, à finalement une demande de réparation par euthanasie, c'est une demande de mort de patients compétents. Donc il y a quelque chose de complètement illogique de demander, de prendre des exemples de patients incompétents, au sens juridique du terme, pour avoir une demande de patients compétents. Et moi, c'est ça qui me révoltait à l'époque, au moment de l'affaire Humbert, c'est qu'il y avait une sorte d'instrumentalisation de ces patients pour une demande qui n'avait rien à voir avec eux. Et quelque part, je trouve ça choquant. C'est pour ça que j'ai toutes ces idées, j'ai commencé à travailler avec Jean Levetti sur ces questions de modification législative, parce que quelque part, c'est pas juste.
C'est injuste de prendre prétexte de patients qui sont de notre fait, et il faut en assumer la responsabilité pleine et entière, pour demander à la médecine un droit à la mort. C'est pas la question et la réponse ne sont pas congruentes. La question c'est donnez-nous un droit à la mort. Enfin, la question c'est non. La question c'est qu'avez-vous fait Vincent Imbert et Vincent Lambert? Et la réponse, ce serait donnez-nous un droit à la mort. Mais pas pour ce patient-là, évidemment, parce que l'euthanasie, ça ne pourrait s'appliquer juridiquement qu'à des patients compétents. Donc, voilà un petit peu le contexte. Cette division du fait des choses et du fait des hommes est vraiment très importante. Du fait des choses, c'est la sclérose latérale amyotrophique qui se dégrade, la sclérose en plaques, le cancer qui évolue avec des métastases, on n'y est pour rien, personne n'y est pour rien, on essaie de faire ce qu'on peut, et de toute façon, le patient se dégradera, et nous, notre objectif, c'est de le monter à chaque instant au mieux qu'il puisse être de sa forme et d'assistance. C'est pas du tout pareil que de faire une intervention qui empêche le malade de mourir, alors qui, le plus souvent, heureusement ça se passe bien, je vous rassure, c'est très dur en service, mais de temps en temps, ça mène à des catastrophes. Et en tous les cas, on n'a pas le droit d'arguer de ces catastrophes pour demander quelque chose qui n'a rien à voir avec ces catastrophes. Ça, c'est manipulatoire. L'utilisation par la DMD de Vincent Imbert a été totalement manipulatoire. C'est un scandale, presque un scandale d'État, je dirais un scandale, en tous les cas, c'est un scandale médiatique. On prend un gamin qui est posture relationnel, on lui fait écrire, il n'a jamais écrit ce bouquin, on fait croire qu'il écrit un livre, et on demande un droit à la mort médicalisé. Mais ça n'a rien à voir, ça ne sera jamais la question de ce patient. Donc, patient compétent, non compétent, le plus souvent en réanimation, on va s'adresser à des patients non compétents. C'est ça, tout l'enjeu est là. Si le patient était compétent, à ce moment-là, il rentre dans le refus de soins, il peut dire arrêtez, il n'y a pas de sujet juridique. Le sujet, c'est qu'il est non compétent. Alors, il est endormi, il est du fait d'une pathologie grave, ou alors il a une pathologie cérébrale. Donc il ne peut pas exprimer sa compétence. D'où l'intérêt d'avoir des directives anticipées, d'avoir une personne de confiance à l'amont. Un travail d'amont est évidemment préférable à des décisions sans préparation, quand c'est possible. Donc le plus souvent, pour ce patient-là, on va devoir décider pour lui. Et là aussi, l'euthanasie de façon belge, il faut forcément qu'il y ait une demande du patient. Nous, on parle d'arrêt thérapeutique en dehors d'une demande du patient. On est en situation où on décide pour lui. Nous et les familles. Alors, pour ce qui concerne juste un petit historique, c'est sûr que dans les années, la réanimation, ça date des années 50, ça date de la ventilation mécanique, qui a été, en fait, il s'est passé qu'il y a une épidémie de polio en Suède ou dans un pays nordique dans les années 50, et que les techniques d'anesthésie qui étaient mises en place au bloc opératoire pour opérer les patients se sont déplacées sur ces patients qui avaient la polio. Ils ont été ventilés pendant quelques semaines, la plupart ont été sevrés de la machine, ils ont réussi à passer un cap de l'insuffisance respiratoire par la ventilation mécanique, et ceci a conduit à ce concept de on passe un cap, une défaillance d'organes. Après il y a eu le générateur de dialyse, on a donc suppléé après à l'insuffisance rénale, donc d'abord respiratoire, puis rénale, puis après cardiovasculaire, avec les ECMO, tout ce qu'on veut. Donc on a suppléé à toutes les dysfonctions d'organes. Et on est tombé quand même sur un obstacle, c'est la dysfonction du cerveau. Puisque là, il n'y a pas de suppléance possible, et c'est le plus souvent irréversible. Donc on est passé, si vous voulez, d'une médecine organique où on empêchait les malades de mourir d'une insuffisance respiratoire, d'un état de choc, d'une infection sévère, de tout ce que vous voulez, d'une insuffisance hépatique, d'une insuffisance rénale, de toutes ces choses-là, empêcher la mort de ces patients-là, mais qui on pouvait rendre à l'intégrum à la sortie, avec une identité identique à celle qu'ils étaient en rentrant, puisque leur cerveau n'était pas atteint, à une médecine qui de plus en plus est centrée sur la pathologie du cerveau en aigu. Et donc il y a eu, on va dire qu'il y a la toute-puissance de la réanimation, c'est 70, 80, 90, et à partir de la fin des années 90, début des années 2000, on a commencé à se poser des questions sur la pertinence de ce qu'on faisait. Puisqu'on pouvait laisser des malades au décours de ces réanimations, de l'état catastrophique qui interroge finalement toute la décision d'amont de cette réanimation. Donc ça c'était un petit tableau général. La mort en réanimation, donc quelques petites informations. Il y a 25 000 décès en réanimation par arrêt thérapeutique par an en France. Par arrêt thérapeutique, on estime qu'à peu près, alors ça doit être un peu plus aujourd'hui, mais 50% des décès sont dus à des décisions d'arrêt thérapeutique, de limitation. Donc il y aurait 50 000 décès par an en réanimation, dont la moitié serait liée à des arrêts thérapeutiques. 25 000, c'est quand même assez énorme, hein. Ça fait 100 par jour, ouvrables. Ce n'est pas des décisions qu'on prend les samedis et les dimanches, donc c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que 100 fois par jour en France, si vous divisez ça par 8 heures, ça fait plus que 10 par heure, quoi. Toutes les heures, il est pris une décision, enfin 10 fois dans l'heure, il est pris une décision d'arrêt thérapeutique en réanimation. Donc c'est un vrai sujet quand même. Alors, ces décisions, donc, on va distinguer deux grands cadres. Vous avez grosso modo, on va dire, pour la grande majorité,
des décisions qui sont très simples à prendre, c'est des échappements thérapeutiques. On est dans la folie, on sait très bien qu'on n'y arrivera pas. Le malade échappe, sa pathologie évolue pour son propre compte, un état de choc irréversible, une sens respiratoire. On est dans une décision de dire, bon allez, on ne va pas plus loin que tel geste. Mais dans la plupart des cas, si même vous décidiez d'aller plus loin, de toute façon, ce ne serait que reculer pour mieux sauter, le malade décéderait dans les 48 heures, 72 heures qui vont suivre cette absence de décision. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, c'est quand même des choses simples. Que vous décidiez ou pas, de toute façon, donc il n'y a pas vraiment d'enjeu, c'est juste un problème de délai, un problème d'intelligence relationnelle avec la famille, un problème d'accompagnement des gens, mais c'est pas quelque chose... Enfin, vous pouvez pousser l'acharnement à la limite du soin, disons que l'obstination qui serait raisonnable à ce moment-là, puisqu'on estime que peut-être que ça passera, et si quand bien même vous la pousserez le plus possible, l'avenir du patient sera le même. La vraie question, c'est le patient cérébrolésé. Alors là, on va dire qu'il y a quelques centaines de patients comme ça, qui viennent en réanimation qui sont mis en méditation thérapeutique. Des patients qui arrivent en réanimation pour des lésions cérébrales, il y en a des milliers. Que ce soit des arrêts cardiaques, il y a 40 000 arrêts cardiaques par an en France, il y en a peut-être 20 000 qui arrivent en réanimation, c'est des chiffres énormes. Hein. Il y a peut-être 10 000, je ne sais pas, il y a 4 000 traumatismes crâniens très graves, il y a 4 000 hémorragies méningées graves, il y a des centaines et des centaines d'hématomes intracérébraux. Donc tous ces patients convergent, ils sont tous intubés par le SAMU de survie de l'accident. Parce que dites-vous bien, quand le SAMU arrive, évidemment, il n'a aucune notion de ce qu'a le patient. Il n'a aucun scanner, il n'a rien du tout. Donc il travaille totalement en incertitude. Le SAMU, ce qu'il fait, c'est qu'il emmène le malade à l'hôpital vivant. Donc généralement, les patients sont intubés. D'ailleurs, il y a cette notion aussi que toutes ces décisions prises par le SAMU sont faites absolument sans l'accord du patient, bien sûr. Il est sous-entendu, la société sous-entend que le SAMU a le droit d'intervenir sur un accidenté de la route sans son accord. Puisqu'on s'adresse à des patients qui ont des profondes altérations cérébrales, et donc, dès que le SAMU arrive, en fait, on prend les décisions pour les malades. On les endort, on les intube, et on les amène, on leur fait un scanner, on décide de les opérer ou pas, tout ça dans un degré d'urgence très élevé, pour lequel on n'a absolument pas le temps, ni la possibilité de savoir ce qu'il aurait voulu. Donc, en ce qui concerne ces décisions d'arrêt thérapeutique chez les patients cérébrolésés, évidemment, les choses sont beaucoup plus complexes. Car si vous décidez de ne pas arrêter, généralement, ça peut enlever les états végétatifs, post-opérationnels et des patients qui peuvent vivre 10 à 15 ans. Donc, une décision de ne pas faire n'a pas du tout la même conséquence que dans le premier cas. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus complexe. Et ça interroge le sens de la médecine, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça interroge le sens d'une vie, le sens d'une relation, le sens de la conscience. C'est beaucoup plus profond comme réflexion. Alors, je dirais qu'il y a eu deux grandes options qui ont été prises autrefois, et qu'on est actuellement en train de chercher, mais vraiment de chercher une troisième voie. Je vous ai dit qu'au départ, on travaillait en incertitude, c'est-à-dire qu'au départ, on ne peut pas dire qui va s'en sortir et qui ne va pas s'en sortir. Même après le premier scanner, sauf si vraiment les cas sont extrêmes, et là, dans ce cas, c'est enfantin de dire ça n'ira pas ou ça ira, mais la plupart des malades, 80%, on est quand même dans le gris, on ne sait pas très bien où on va. Donc, au bénéfice du doute, évidemment, on va soigner les patients. Donc, vous avez eu, je dirais, dans les équipes médicales, et c'est vrai pour la neurochirurgie, la neuroréanimation, c'est vrai pour la néonate, parce que ça se croise quand même beaucoup, deux grandes options. Vous avez une option qui disait, puisqu'il y a un risque de faire des états végétatifs, mettons de 20 ou 30%, eh bien, il vaut mieux ne soigner personne, donc c'est un choix, il vaut mieux ne pas prendre le malade et ne pas s'en occuper, et je dirais que ça va sacrifier ceux qui auraient pu s'en sortir. C'est typiquement ce qui a été choisi en Hollande, par exemple, avec la néonate, où ils ont décidé de façon nationale de ne pas réanimer les bébés de moins de 26 semaines d'aménorrhée. Donc si le bébé est trop prématuré, il n'y a pas de réanimation. Ce n'est pas le choix français. Le choix français, c'est on va mettre en route la réanimation. Donc vous avez une première optique qui a été de dire on prend personne, et beaucoup de services de neurochirurgie ont travaillé comme ça, si ce n'est pas chirurgical, si on ne peut pas opérer, c'est trop grave, on ne s'en occupe pas. Avec un risque de dégrader les patients dont on ne s'occupe pas et de sacrifier les malades qu'on aurait pu sortir d'affaire. Et vous avez eu l'option inverse, qui a aussi été prônée par plein de réanimations, qui est de dire il y a un prix à payer à la réanimation, c'est l'état végétatif. C'est-à-dire qu'on va soigner tout le monde, et puis tant pis pour ceux, les 10, 15%, 20% qui resteront avec des états catastrophiques. C'est le prix à payer de cette incertitude, de cette mise en place des traitements, et c'est une sorte de coût humain. Mais pour celui qui s'en sera sorti, bah, tant pis, il y a eu le végétatif. Donc actuellement, on est en train de chercher une troisième voie, qui est forcément une voie de compromis, évidemment,
qui est de dire, eh bien, on va engager les traitements au départ chez tout le monde, et puis quelque part dans un temps court, on verra bien de quoi il en advient. Et s'il s'avère que ça va être la catastrophe, on fait un retrait thérapeutique. Donc évidemment, il est facile de dire, il est mieux valu ne pas engager les soins en amont, ça aurait été plus facile parce qu'il n'y aurait pas eu besoin de se désengager. Ça c'est certain, quand on a le résultat, c'est beaucoup plus facile d'agir. Mais il faut le temps d'avoir ce résultat. Donc moi, c'est l'option que je défends, c'est de dire, bah, tant pis, on va se trouver dans un raisonnement a posteriori, on l'assume, on va engager les traitements au bénéfice en incertitude au départ, on va se donner, généralement c'est 15 jours, 3 semaines, là on fera un bilan, et à partir de ce moment-là, on prend la décision, y compris d'arrêt thérapeutique et de retrait thérapeutique si on va vers une catastrophe. Alors puisque le topo c'est relations humaines, ça se passe bien avec les familles, c'est stratégique. Ça se passe bien parce que, d'abord, bon, les clés de tout ça, les mots-clés de cette relation, c'est respect de la temporalité. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour dire les choses. Vous pouvez avoir raison, c'est pas le sujet d'avoir raison, c'est le sujet de savoir quand le dire. Vous pouvez avoir parfaitement raison, il y a quelque chose de lundi, ça va tomber comme un cheveu sur la soupe, et la même chose le jeudi, ce sera parfait. Donc le problème c'est l'interaction entre ce qu'on dit et le temps. Donc c'est tout ça dans notre modèle, la question du temps est fondamentale. Donc ça, la notion de contrat, quelque part, les gens comprennent très bien, si on leur explique dès le départ qu'on engage les traitements, on ne sait pas où on va, mais ça va pas très bien accepter. Il y a une incertitude, on fera un bilan si mal ne se réveille pas, en pratique c'est une IRL qui me lâche, je peux parler rapidement, et que si cette IRL montre que c'est la catastrophe, on fera un retrait thérapeutique. Donc on établit une sorte de contrat avec les gens, ils sont le plus souvent parfaitement d'accord. Il y a cette notion de confiance qui est vraiment capitale, parce qu'en fait, évidemment, il faut que les gens nous fassent entièrement confiance. C'est vrai, quand ils voient leur gamin de 25 ans qui est tout beau, parce que nous, les malades qu'on soigne, ils sont magnifiques. Ils sont splendides, c'est des jeunes, ils ont des corps parfaits, ils ont que le cerveau abîmé, donc ça ne se voit pas. Ils ne sont pas cassés partout, hein, ils sont absolument impeccables et le cerveau ne fonctionne pas. Donc c'est vrai qu'il faut une confiance mais gigantesque pour qu'une famille nous croie. Cette confiance, comment elle va s'établir? Cette confiance, c'est pas un truc il n'y a pas un tampon avec confiance. C'est pas comme ça. La confiance, elle se construit. Et elle va se construire avec des choses très très simples, qui sont la gentillesse des infirmières, qui sont le discours médical, la congruence du discours médical, évidemment, indispensable. Il suffit que des médecins aient des choses opposées, tout est foutu en l'air, la confiance ne disparaîtra, mais la confiance, ça va plus loin que ça. Vous savez, les familles, enfin, je ne sais pas si vous avez eu des malades dans vos entourages, mais quand on arrive dans un hôpital, on est hyper réceptif à plein de choses qu'on capte, qui sont du domaine des ambiances. C'est sûr que si vous arrivez, vous entendez une engueulade, la confiance va, entre une infirmière et un médecin, la confiance va se décliner, va se dégrader considérablement. Si on vous fait attendre 5 heures dans un couloir et personne ne s'occupe de vous, ça va dégrader la confiance. Donc l'accueil, la gentillesse, la congruence médicale, l'ambiance entre les équipes médicales et paramédicales, entre les infirmières, voilà, c'est tout ça qui fait la confiance. La pertinence de ce qu'on dit, comment on appuie, parce que les malades ils voient très bien ce qu'on fait, ils voient les efforts qu'on fait. Quand on a fait 12 scanners, 3 IRM, ils disent bon, bah, ils bossent correctement, quoi. Ils disent pas n'importe quoi. Si jamais vous ne faites rien et que vous attendez que ça se passe, ils vont dire c'est pas très sérieux, quoi. Donc même s'ils ne sont pas médecins, ils comprennent quand même très bien l'engagement de soins, l'investissement, le fait que chacun est à sa place aussi. Ça, les gens le sentent très très bien. Si l'infirmière commence à vouloir jouer au docteur, le docteur à l'infirmière, l'aide-soignante à l'infirmière, etc., ils vont très bien sentir que ça dysfonctionne. Donc je dirais, il y a cette confiance, il y a la notion d'itération, ça c'est très important. Les décisions, elles sont réitérées. C'est pas un lundi matin on décide d'arrêter, c'est pas comme ça. C'est le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. C'est des choses qui se font dans le temps. Une réflexion partagée avec les familles également, arriver à parler des choses, arriver à parler de l'état végétatif, post-irrationnel, à parler du handicap sévère aussi. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui disent si c'est pour avoir tel handicap, arrêtez. Arrêtez si c'est pour qu'il soit le plus d'infection possible, même s'il est conscient, il n'aurait pas voulu ça. Ce patient-là n'aurait pas voulu ça. Donc vous voyez, on est pas mal confronté au problème des frontières. Parce que je dirais, végétatif et post-irrationnel, c'est relativement facile. Le problème maintenant, c'est le handicap très sévère. Intellectuel, cognitif, qu'on peut appréhender de mieux en mieux avec des approches finales. La question de la souffrance en fin de vie, si on arrête aussi, est fondamentale. Toutes les familles disent, écoutez docteur, si vous décidez d'arrêter, eh ben, au moins faites en sorte qu'ils ne souffrent pas. Ça c'est vraiment absolument fondamental. Et il n'est pas question de dire à une famille, donc on s'en va, on vous le laisse, il va mourir n'importe comment, ça prendra 5 jours. Non, c'est pas comme ça qu'on peut travailler. Donc toutes ces choses-là se font au fil de l'eau. Dans une culture d'équipe, hein, ça ne se crée pas en 2 minutes. Il faut des années pour arriver à faire fonctionner une équipe comme ça. Après, chaque service est dirigé, il y a un chef de service, il donne une politique générale du service, et c'est comme ça que ça se passe. Alors, je voudrais en finir, parce que j'ai fini mon temps, avec la question de l'équité. Actuellement, ce qu'on peut
reprocher, on va dire, à notre système, c'est l'absence d'équité. C'est-à-dire un problème vraiment démocratique. Je trouve qu'il y a un vrai problème démocratique, et c'est pour ça que je me bats sur cette affaire d'IRM multimodale et d'objectivation du pronostic médical, car actuellement la vérité, c'est qu'en fonction de l'endroit où vous allez tomber, la prise en charge sera totalement différente. Que ce soit en néonate, c'est pour la prématurité, que ce soit chez les cérébralisés adultes, il y a des discordances gigantesques en fonction des services, de leur culture, d'où ils viennent, de comment ils sont dirigés, de comment les équipes se sont construites au fil de l'eau. Chaque service hospitalier, une réanimation, c'est un petit univers en soi. C'est un petit monde avec ses règles, avec sa hiérarchie, avec sa culture, avec son histoire, avec ses non-dits, avec tout ça. Et ce petit monde va, et c'est là que ça ne va pas, il va contrôler votre existence. Donc dans ce petit monde, il faut quand même mettre un peu d'objectivation. Et actuellement, alors, si vous voulez, autant il n'y a eu aucun problème médical pour mesurer un rein. Ça n'a jamais posé de problème. Tout le monde a toujours été d'accord qu'on allait mesurer la fonction du rein. Quand on s'est attaqué au foie, il y a eu zéro problème. On arrive à mesurer la fonction hépatique. Quand on s'est attaqué au cœur, personne n'a dit qu'il ne faut pas faire d'échographie cardiaque parce qu'on n'a pas le droit de mesurer la taille des valves. C'est des choses simples. Si vous mesurez des organes qu'on regarde par le comme ça, d'en haut, c'est facile. L'œil, tout ce qu'on veut, les sens, les oreilles, l'ORL, tout ça c'est simple. Mesurer le cerveau, parce que dans le cerveau il y a votre identité, ça devient beaucoup plus compliqué. Il y a une frontière. On passe de l'autre côté de la frontière. C'est la médecine organique, je dirais, la médecine des organes simples. La médecine du cerveau, c'est une médecine qui est de l'autre côté de cette frontière, puisqu'elle va atteindre l'effecteur même de la pensée de la personne, de l'identité de cette personne, on va dire son âme. Et donc c'est vrai que pour le moment, on bute sur un obstacle, un peu un impensé en fait, qui est de mesurer le cerveau. Et moi je travaille sur la conscience, c'est-à-dire mesurer les lésions qui feront que le malade ne se réveillera pas. Et on est dans un impensé en fait. Actuellement, c'est là dont je me rends compte, ce que je fais en IRM avec des films du cerveau, des lésions, on arrive à voir les lésions, où est-ce qu'elles se présentent, les conséquences que ça a sur l'éveil. On est quand même dans un impensé éthique. Il n'y a pas assez de réflexion, c'est pas assez pensé, il n'y a pas assez de gens qui bossent dessus. On n'a pas les mots pour le dire. Quoi. Donc on sait ce qu'on mesure, on sait le pronostic, mais qu'est-ce que ça a comme conséquence pour les décisions qu'on prend? Comment on gère cette notion de un malade restera inconscient? Il ne se réveillera pas. Est-ce que c'est ça? Ça sera Vincent Lambert. Moi, si je n'arrête pas les fraîches, je peux en fabriquer 100 par an des Vincent Lambert. Bah oui. Une réanimation comme la nôtre, il y a 500 malades par an, non, peut-être pas 100, mais 50 par an. 50 Vincent Lambert par an qui persistent comme ça 115 ans dans le système. Bon. Il y a plein de réanimations, par exemple, on s'interdit complètement cette réflexion. On s'interdit de mesurer parce que c'est le cerveau, donc il y a un obstacle. Et c'est des questions difficiles, c'est presque anthropologique en fait. C'est quoi le sens d'une vie en fait? En fait, la vraie question est là. Est-ce que le sens d'une vie, c'est quoi une vie finalement? C'est ce que j'avais écrit une fois dans un article, c'était respirer, c'est pas vivre. La respiration, c'est le bulbe, c'est au-dessus de la moelle. C'est une fonction qui est portée par un organe qui est médulaire. C'est au-dessus du bulbe, il y a la protubérance. Dans la protubérance naît la conscience de soi. C'est l'ignition du système, c'est la batterie du cerveau, et dans la protubérance. Et est-ce qu'on peut dire finalement qu'un malade qui n'a pas de conscience, c'est pas qu'il ne mérite pas de vie, c'est absolument pas le sujet de mériter ou pas mériter, c'est le sujet est-ce que ça fait sens de faire cette réanimation? Donc on n'est pas du tout à la question de jugement de valeur sur une vie. C'est est-ce que ça fait un sens de la réanimation? Ça c'est relativement facile encore. Est-ce que ça fait un sens de l'intuition artificielle? C'est l'affaire Lambert. Et c'est vrai que je remercie Eric d'avoir porté ce débat, au moins d'avoir posé la question, parce que c'est pas si simple que ça à y répondre. Voilà un petit peu ce à quoi on est confronté. Donc moi j'essaye de créer un outil national et même international en fait, parce que je ne vois pas pourquoi un pronostic d'un malade américain serait différent d'un pronostic d'un malade français. On a les mêmes cerveaux, tous autant qu'on est. Donc on essaye actuellement de faire une démarche d'objectivation. Alors ce ne sera jamais un outil de décision. La décision est toujours singulière, individuelle, au cas par cas. C'est ça la grandeur de notre métier, c'est de pas, on n'est pas des robots. Hein. Mais par contre, il nous faut des outils. Il nous faut des outils pour mesurer le cerveau. Alors, juste pour finir, on avait des outils très morphologiques. Oui, parce que sinon c'est votre on avait des voisin qui nous pourra plus parler. Très morphologiques, et on est en train de passer à des outils quantitatifs. En fait, c'est un petit peu la même chose que l'échographie cardiaque. On s'est mis à mesurer par l'échographie la fonction cardiaque. On est en train de passer dans cette ère-là, qui pose deux nouvelles questions, bien sûr, mais qui nous résolvent quand même pas mal. Voilà.